Le monde est en train de basculer. Et la Chine se prépare depuis longtemps à réduire son exposition aux États-Unis en se diversifiant dans tous les domaines. Partenaires commerciaux, investissements, mais aussi devises et systèmes de paiement. En fait, dès la première guerre commerciale de Donald Trump, ça a déclenché une véritable frénésie dans la mondialisation parmi les entreprises chinoises. Plus de 80% d'entre elles ont déjà mis en place des plans d'expansion internationale. Bonjour à tous, c'est Kujin qui le dit, une professeure diplômée de Harvard et qui enseigne à la London School of Economics. C'est l'une des meilleures expertes de l'économie chinoise au monde. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Elle nous explique précisément pourquoi la Chine aborde cette nouvelle guerre commerciale en position de force, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Voyez-vous, la Chine est un pays qui privilégie la planification stratégique à long terme, c'est bien connu. Les Chinois ont une stratégie de vision à long terme. Et quand Donald Trump a lancé sa première guerre commerciale contre la Chine en 2018, les Chinois en ont tiré une leçon très importante. Ne jamais trop dépendre d'un seul partenaire commercial. Ces 7 dernières années, la Chine a développé stratégiquement les industries clés qui domineront l'avenir de notre monde. Et la professeure Jin nous explique comment cela a vraiment transformé l'économie mondiale. Regardez ce qu'elle en dit. Si l'on examine les véhicules électriques, les panneaux solaires, Huawei et ses nouvelles forces productives, très peu d'entre elles sont destinées aux États-Unis. Cela les a pourtant poussés à saisir de nouvelles opportunités et à signer des accords commerciaux avec de nouveaux partenaires. Le commerce mondial s'est effectivement développé. La position de la Chine dans le monde en termes de part des exportations mondiales a augmenté alors que celle des États-Unis est en déclin. Je pense que la réponse de la Chine pendant que les États-Unis reculent est de s'ouvrir au maximum. C'est pourquoi le Premier ministre Li a répété sa volonté d'ouverture unilatérale. Ce que Kujin vient de dire là est crucial. Toutes ces nouvelles industries où la Chine est leader, donc véhicules électriques, panneaux solaires, trains à grande vitesse, etc., très peu de ces produits vont aux États-Unis. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, il suffit de regarder autour de vous quand vous êtes là-bas. Vous ne verrez pas une seule voiture électrique chinoise. Mais dans des pays comme la Thaïlande, l'Australie ou même le Brésil, les constructeurs automobiles chinois dominent complètement le marché. Alors maintenant, regardons les 20 économies qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Chacune d'entre elles, ce que vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle le Sud global. Je pense que vous avez certainement déjà entendu ce terme à de nombreuses reprises. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Afrique subsaharienne. Et en fait, pendant ce temps, regardez, pas un seul pays américain ou européen n'apparaît sur cette liste. De nombreuses économies occidentales stagnent entre 0 et 3% de croissance. Certains sont même au bord de la récession. Et c'est là où il faut prêter attention. À votre avis, devinez qui est le premier partenaire commercial de chacune de ces économies-là émergentes ? Vous l'avez deviné, c'est la Chine. Donc la Chine n'a pas simplement dominé les régions à la croissance la plus rapide, elle est également devenue le plus grand partenaire commercial pour la majorité du monde. C'est pour ça que la Chine peut maintenant supporter et encaisser cette nouvelle guerre des tarifs, cette guerre commerciale, bien mieux que les États-Unis. En gros, la Chine a une pléthore d'options. Qu'on le veuille ou non, la Chine émerge de plus en plus comme une superpuissance. Et j'ai envie de dire, c'est déjà le cas en fait. Il y a une ou deux vidéos en arrière, lorsque j'analysais également cette position dominante de la Chine, je vous avais fait remarquer que l'Occident, nos dirigeants politiques, nos médias, avaient un gros problème d'arrogance face à la Chine et qu'en fait, ils voyaient cette montée en puissance de la Chine mais qu'ils détournaient le regard. C'est comme si on voyait cette superpuissance arriver, qu'elle nous menaçait tous mais qu'on tourne le regard comme s'il n'y avait rien qui se passait. Et franchement, à mon avis, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Mais alors, pas du tout. Pourquoi faire comme si de rien n'était? Pourquoi dénigrer? Pourquoi les prendre de haut? Alors qu'en fait, ils sont en train de remodeler l'économie mondiale. Au contraire, si on veut vraiment avoir une chance de pouvoir lutter contre une superpuissance émergente comme celle-ci, il faut tout simplement voir la réalité en face. Et encore une fois, je ne suis ni pro-chinois ni anti-chinois. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'habite avant tout en France. Et en géopolitique, lorsqu'il faut faire des coups stratégiques, il vaut mieux avoir la vraie vision des choses au lieu d'être perché dans sa tour d'ivoire en croyant que nous sommes supérieurs à tout le monde. Franchement, c'est ce qui a été fait par de nombreux dirigeants occidentaux les dernières années, ça ne marche pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'ascension de la Chine, ça ne s'arrête pas là. En fait, ce n'est pas juste une question de qui grandit, c'est aussi une question de qui décline. Il faut l'avouer, les économies occidentales ne sont plus ce qu'elles étaient. L'américain moyen, et même l'européen d'ailleurs,
eh bien, n'a tout simplement plus le même pouvoir d'achat qu'il y a des décennies. Et cette tendance ne fait qu'empirer. C'est là que ça va être un énorme problème pour Donald Trump, parce que son plus grand levier dans cette guerre commerciale est censé être le marché des consommateurs américains. Mais que se passe-t-il quand ce marché n'est plus du tout aussi puissant qu'avant ? Il ne reste plus que le secteur industriel, où les États-Unis ne font tout simplement pas le poids face au secteur industriel de la Chine, la plus grosse industrie du monde. Alors ne me comprenez pas mal. Cette nouvelle guerre commerciale, eh bien, elle va causer de la souffrance à court terme pour les deux économies. Cela ne va pas aller dans un sens unique, ça ne va pas permettre à la Chine de faire un énorme boom, au contraire, ça va endommager les deux parties. Mais c'est là où il faut regarder à plus long terme, un seul pays a la capacité à long terme donc de s'en sortir vraiment. Et je pense que la Chine eh bien, se prépare à ce moment depuis des années en renforçant ses relations commerciales à travers le monde, à travers ce qu'on a vu tout à l'heure, à travers une influence accrue dans les pays émergents et les pays à plus forte croissance. Rien que l'année dernière, la Chine a annoncé qu'elle n'appliquerait aucun tarif douanier pour tous les pays en développement, consolidant donc, comme je viens de vous le dire, sa position de leader commercial pour le Sud global. Et pendant ce temps, les États-Unis ont actuellement des sanctions sur plus d'un tiers de l'économie mondiale, y compris 60% de tous les pays pauvres. Regardez cet exemple. Si moi, je suis un pays en développement qui cherche avec qui commercer, eh bien le choix est assez évident. La Chine est clairement le partenaire idéal ici. Bon, vous l'aurez compris, mais aujourd'hui, je vous propose de décortiquer la dernière offensive de Donald Trump dans sa nouvelle guerre commerciale ici, et pas seulement contre la Chine, mais il est parti pour une guerre commerciale contre le monde entier. Vous allez voir, c'est une étude de cas fascinante. Mais d'abord, examinons le paysage politique actuel. Pendant que la Chine construisait des ponts et sécurisait des accords commerciaux, pour Trump, eh bien, il faisait exactement l'inverse en taxant ses alliés les plus proches. Par exemple, sous son administration, chaque pays ou chaque région qui a un excédent commercial avec les États-Unis est maintenant une cible. C'est la politique qu'il a décidé de mener, et donc le message est assez clair. Si votre pays vend plus de biens aux États-Unis que les États-Unis ne vous en vendent, eh bien vous avez deux options. Soit délocaliser vos industries aux États-Unis, soit faire face à des tarifs douaniers. Alors après voilà, c'est une stratégie comme une autre, mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que personne ici ne peut prédire le prochain coup de Trump. Même le Canada, qui est l'allié et le voisin le plus proche des États-Unis, s'est vu imposer des tarifs de 25% avant que Trump, bien sûr, ne voit le marché boursier s'effondrer et n'annonce rapidement une pause de 30 jours pour donner au Canada le temps de négocier. Alors je sais que vous êtes très nombreux à me regarder depuis le Canada, donc n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire de la vidéo. J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à cette situation-là, et notamment ce qu'il s'est passé avec Donald Trump. En gros, ce que Donald Trump fera avec le reste du monde reste à voir, mais une chose est sûre, les autres pays n'attendent pas de le découvrir. Toutes les grandes économies se précipitent pour se diversifier. En fait, on ne devrait pas sous-estimer le degré et la rapidité de la fragmentation qui est en train de se produire dans le monde, la multipolarité et la montée des blocs économiques différents. On le voit déjà dans les données, que ce soit dans les investissements, dans le commerce, avec des blocs non alignés et leur interaction entre eux d'ailleurs. Si vous faites le tour du monde et que vous demandez aux pays comme le Brésil par exemple, ou les pays asiatiques, ce qu'ils en pensent, ils disent tous la même chose. En gros, ils disent quelque chose comme « diversifiez, ne soyez pas à la merci du dollar et du système financier américain ». Oui, ils se disent entre eux « ne soyez pas à la merci du système financier américain ». Et c'est la leçon clé que le monde tire de ces nouveaux tarifs douaniers. D'ailleurs, cette semaine, un fait très intéressant a eu lieu en Europe. Si vous êtes européen, écoutez ça. Cette semaine, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne que vous connaissez tous, a envoyé un message très clair concernant la Chine. Je cite « Nous continuerons à réduire les risques pour nos économies, mais il y a de la place pour dialoguer et trouver des accords qui pourraient même développer nos liens commerciaux et d'investissement. Et ça pourrait avoir du sens pour l'Europe. » Pour être honnête, c'est une déclaration assez audacieuse de la part de l'Europe, qui pendant des années était à la merci du gouvernement américain, vous le savez tous, et suivait aveuglément toute politique présentée par le président américain. En fait, c'était limite comme si l'Europe était sous la tutelle des États-Unis, à tel point cela était flagrant. Je le répète, j'ai parlé d'arrogance dans une de mes vidéos précédentes, et j'accueille donc enfin ce développement avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, à voir comment ça se concrétise, à voir comment tout cela se concrétise, à voir si la bureaucratie européenne reprend le dessus et va finalement bloquer tout ça. Ça, seul l'avenir nous le dira, mais bon, à un moment donné, ça ne va pas passer et il va bien falloir trouver une solution.
D'ailleurs, une fois de plus, Trump a menacé de taxer l'Union européenne, ce qui expliquerait exactement pourquoi on voit maintenant ce pivot de l'UE vers la Chine et ce changement de ton pour redevenir ouvert à l'expansion du commerce. Fait intéressant, un nombre croissant de pays, y compris des alliés américains de longue date, se précipitent maintenant pour conclure des accords commerciaux indépendants. Et regardez comme le suggère cet article du New York Times, une réponse aux tarifs de Trump est un commerce qui exclurait les États-Unis. Rien que ces 2 derniers mois, l'Union européenne a finalisé 3 nouveaux accords commerciaux, dont l'un était un accord massif avec 4 pays d'Amérique du Sud pour donc créer des plus grandes zones commerciales au monde, ce qui relierait donc des marchés de plus de 850 millions de personnes d'une part et de l'autre. C'est donc là que ça devient vraiment intéressant, avec l'UE qui maintenant suit un petit peu les traces des BRICS, et qui cherche activement des alternatives au système économique dirigé par les États-Unis, eh bien l'économie mondiale est vraiment en pleine mutation. Et vous l'aurez donc compris, le monde s'oriente de plus en plus vers un réseau commercial décentralisé qui ne tournerait plus autour de Washington. Oui, pendant que les États-Unis trébuchent et que l'Union européenne cherche désespérément maintenant une bouée de sauvetage économique, l'Asie s'est fermement établie comme le centre de croissance économique mondiale, avec la Chine bien sûr en tête, à la barre, en tant que superpuissance économique incontestée. Regardez ce chiffre, la Chine représente plus de 30% de la production manufacturière mondiale totale. C'est juste énorme qu'un seul pays puisse représenter ça. Et ce n'est pas tout, la Chine elle a complètement dépassé le reste du monde dans la production de véhicules électriques par exemple, notamment les véhicules autonomes, dans la production de batteries, de panneaux solaires, etc. En fait, ils ont fait cela à une échelle et à un coût auquel aucun pays occidental ne peut rivaliser aujourd'hui. Et ça a du sens en fait, regardez, le bloc économique qui connaît la croissance la plus rapide dans le commerce de ces biens, c'est l'Asie. Donc les puissances économiques d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, etc. Vous savez, c'est ce que l'on appelle des économies pivots. C'est des économies qui sont cruciales pour le succès futur de la Chine. Et il faut dire que les plus grands changements commerciaux sont visibles en Asie dès maintenant. Près de 60% du commerce asiatique se fait au sein même de la région. Et la moitié des corridors commerciaux à la croissance la plus rapide au monde s'y trouve. L'Asie, ça devient vraiment le bloc, la région la plus puissante au monde aujourd'hui. En 2023, les exportations de la Chine vers les nations asiatiques ont dépassé celles des États-Unis, avec la majorité de ces pays qui sont soit déjà dans les BRICS, soit sur le point de les rejoindre. Et ces relations commerciales ne vont faire que se renforcer. On a parlé de l'Asie du Sud-Est, mais ce n'est pas seulement eux. En fait, en regardant vers l'Ouest, eh bien, les nations du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres, en fait, ont aussi commencé à privilégier des relations avec la Chine et avec l'Inde. Mais pourquoi ce revirement des pays du Golfe maintenant ? Eh bien, tout simplement pour l'énergie. L'Asie représente maintenant plus de 70% des exportations totales de pétrole et de gaz du Golfe. Vous avez vu à quel point c'est énorme. 70% du marché de pétrole et du gaz pour les pays du Golfe, eh bien en fait c'est l'Asie et le bloc asiatique. Et en fait c'est là que ça devient assez intéressant. En fait ce commerce énergétique là, combiné bien sûr à la position stratégique de la Chine dans la région grâce à la nouvelle route de la soie, eh bien a fait du Moyen-Orient l'un des plus grands bénéficiaires de ce nouvel ordre mondial économique. Tout le monde, le paysage mondial même change rapidement. Et avec un Donald Trump assez imprévisible à la tête des États-Unis pour les 4 prochaines années, on ne peut honnêtement pas prédire tous les changements que notre économie mondiale va connaître sous peu. Mais en tout cas, moi, je me devais vraiment de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez être informés au mieux de ce qu'il se passe, des changements majeurs que vont connaître nos économies. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que cette vidéo ait pu vous apporter le plus de valeur possible. C'est mon but avec cette chaîne, c'est de vous maintenir informé de tout ce qu'il se passe, avec des données claires, et comme je le dis tout le temps, je le répète, je ne suis ni pro-chinois ni anti-chinois. Mon point de vue, c'est tout simplement le pragmatisme. J'habite pas en Chine, j'habite pas aux États-Unis, j'habite en France, donc il faut être pragmatique si l'on ne veut pas se retrouver comme étant l'un des pays à la dernière place dans 10 à 20 ans d'ici aujourd'hui. Donc oui, la Chine est en train d'émerger comme une superpuissance, les États-Unis sont en train de perdre énormément d'influence dans le monde, le dollar même est en train de perdre sa valeur, et face à tout cela, nous la France, nous qui nous trouvons dans l'Union européenne, eh bien il va falloir se réveiller très vite, car ce que l'on faisait les dernières années ne marchera plus à l'avenir. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, et si vous ne voulez perdre aucune des vidéos et d'analyses de ce type-là. Ici, on sort souvent ce genre de contenu, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la croissance de la chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.